Bonjour Thomas. Salut François. Ça va? Ça va bien et toi? Bon, on fait ça ensemble? Allez, c'est parti. C'est notre première en duo. On y va. On s'est bien marré à préparer l'émission, donc, et on a des invités de qualité. Est-ce que tu veux nous présenter notre premier invité? Eh bien écoutez, très bien. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui David Rivoire qui est avec nous. David est entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire depuis plusieurs années. Il a surtout fait 3 grandes expériences dans son parcours. Il a travaillé beaucoup dans la validation des acquis d'expérience. Si je me trompe pas. Je te laisse, vas-y. Il est cofondateur du Social Bar avec Renaud Seligman, à qui il a laissé la main il y a quelques années maintenant, pour se lancer dans un projet de hameau laboratoire qui s'appelle Montrieux et qui était dans le Var. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment sur Montrieux, comment ça s'est construit, son histoire un peu et où ça en est aujourd'hui? Ouais, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Le hameau, comme tu l'as dit, moi je viens de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a une idée derrière l'économie sociale, c'est qu'on n'attend pas un changement systémique ou politique et on opère en faisant un changement archipélique, c'est-à-dire en construisant des petits projets qui essaient de faire des démonstrations. Et quand tu es dans l'économie sociale, tu as aussi une sensibilité qui est d'observer autour de toi et de voir que tout ne va pas bien et que tout ne s'améliore pas, que ce soit au niveau social, environnemental, ou même la folie du capitalisme financier à outrance. En tout cas, on en voit maintenant les limites, même si on les annonce depuis longtemps. Et donc, en parallèle de ça, moi j'ai toujours eu la petite utopie à l'apéro du « Ah, ce serait chouette qu'on ait un lieu avec des chèvres et il y aurait des bières et on serait tous entre copains et ce serait vachement bien. » J'arrive. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est longtemps resté une utopie. Et il y a presque 3 ans maintenant, j'ai eu la chance de vendre ma première société et donc de récupérer 2 choses très précieuses qui sont du temps et de l'argent, ce qui permet de petites matières qui permettent parfois de transformer les utopies en réalité, et c'est ce qui nous est arrivé pour Montrieux. Et donc on parlait de ça, le lieu lui-même nous est tombé dessus exactement au même moment. Et on est tombé amoureux de ce lieu qui est absolument incroyable. Et ça nous a permis de l'acheter. On s'est réunis avec un collectif de familles. Et on y a installé ce dont on va parler aujourd'hui. Tu veux que j'en parle maintenant? On va en parler tout à l'heure. Okay. Notamment, on va parler aussi des principes de gouvernance que vous avez mis en place. Ouais. Et tous ces sujets qui étaient très intéressants quand on a préparé cette émission. Et François, je te laisse présenter du coup François. Voilà, François II. Eh bien, François, lui, était hôtelier de métier. Il nous a dit qu'il avait fait l'école de l'hospitalité en Irlande, donc il a eu une carrière internationale. Et puis progressivement, il s'est rapproché de la France. Et aujourd'hui, il est non seulement animateur des hôtels au naturel, qui est un groupe indépendant de 17 hôtels en France, dans le nord-est et dans le sud de la France, mais aussi, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui surtout, c'est un médiateur professionnel. Alors c'est quoi un médiateur professionnel ? Alors, merci de votre accueil également. Un médiateur professionnel. Un médiateur, alors on a tous un peu entendu parler du terme de médiateur depuis quelques années. Je pense qu'on connaît tous maintenant les médiateurs de l'énergie, médiateurs de la consommation. Mais c'est pas que ça. Les médiateurs sont des tiers neutres, impartials, indépendants, qui accompagnent des personnes qui rencontrent un conflit. Le médiateur ne va pas trouver la solution, mais il va accompagner les personnes à une réflexion, à raisonner, pour justement qu'elles trouvent ensemble un accord et la meilleure solution possible. Très bien, donc vraiment on a 2 personnalités bien différentes qui vont nous donner 2 regards différents par rapport à la thématique d'aujourd'hui, l'hospitalité. Et donc, Thomas... Vous allez voir d'ailleurs que vous avez pas mal de sujets en commun. C'est ce qu'on a constaté en préparant cette émission. On vous a demandé juste avant l'émission un petit exercice de dessiner ce que représentait l'hospitalité pour vous. Vaste concept. Et on constate que vos talents de dessinateur sont exceptionnels. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, peut-être François, nous expliquer qu'est-ce que tu as dessiné sans forcément montrer ce que tu as dessiné, parce qu'on le verra à l'image. Mais parce qu'il y a des droits d'auteur par rapport à une œuvre comme ça. C'est ça. Nous expliquer ce que tu as dessiné et pourquoi tu as dessiné ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dessiné ? J'ai dessiné une bâtisse. Ça peut être une maison, ça peut être un mas, vu qu'on est en Provence. Ça pourrait être un pub.
Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? En Irlande. En Irlande. Un paysage, on va dire, plutôt de nature avec des arbres, des petits oiseaux dans le ciel, un soleil qui brille, et puis des personnes, une personne un peu plus devant la bâtisse qui accueille avec un grand sourire d'autres personnes qui sont en train de la rejoindre. Voilà. Super. Merci. On gardera ce chef-d'œuvre. Je le signerai. On ne sait jamais, justement. Oui, et la date aussi, très important. David? Ben moi, comme vous pouvez le voir, j'ai copié sur François. Toi, tu as dessiné, Monrieux. Moi, j'ai dessiné Monrieux. Alors, c'est très régressif et ça a réveillé chez moi un complexe parce que je dessine très mal. Si mes associés le voyaient, je ne suis pas sûr qu'ils reconnaîtraient Monrieux, mais donc c'est Monrieux. Monrieux, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de bâtiments et il y a une ferme. Et moi, donc, ça me parle pour l'hospitalité parce qu'il y a dans mon dessin beaucoup de gens sur tous ces espaces-là. Et c'est un lieu qui aurait pu finir dans une activité très privée ou très luxueuse. Et c'est un lieu qu'on a préempté pour en faire un lieu de brassage et de mixité et d'échange. Et pour moi, ça représente un peu la mixité que de pouvoir accueillir des gens qui viennent d'un peu partout sur ce lieu-là qui aurait pu devenir autre chose. Alors c'est intéressant ce que tu dis, David. C'est vrai que l'hospitalité ne se limite pas juste dans le tourisme à accueillir des clients ou dans toute entreprise, mais l'hospitalité, ça commence déjà chez nous. Dans notre quotidien, quand on invite des gens à la maison ou quoi que ce soit, on accueille et on s'assure que nos invités passent un super moment, etc. Je trouve que c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien chez nous. Et qu'on a du mal, justement, des fois, selon les entreprises, à le vivre en entreprise. Alors, quand on parle d'hospitalité, on parle d'accueil. Quand on parle d'accueil, on parle de confiance. Justement, au sein de Monrieux, comment vous mettez ça en place au sein de l'équipe ? Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que je pense que ça va même au-delà d'accueillir chez soi. L'hospitalité, c'est dans la rencontre, c'est comment tu accueilles quelqu'un en lui disant un sourire, en lui disant bonjour de bonne manière, en le regardant dans les yeux. Et ça c'est la puissance de l'effort à ce moment-là, je pense, crée beaucoup de positif dans les relations. En tout cas, moi, je l'ai découvert au fil des ans. Monrieux, on y cultive en tout cas ce sens de l'accueil. Mais effectivement, je pense que quand on parle de sens de l'accueil, on réfléchit beaucoup à l'expérience client. Et nous, en fait, on réfléchit plutôt à l'expérience salariée. En tout cas, l'expérience qu'on vit ensemble. C'est-à-dire comment on a une étoile polaire qui est prendre du plaisir au quotidien et faire en sorte que chaque moment soit un moment de construction commune. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ennui, mais ça veut dire que quand on est face à un stress ou à un souci, on peut toujours trouver le moyen d'en rire ou on peut toujours trouver le moyen de le dramatiser. C'est pas évident de toujours en rire, mais je crois que quand on arrive à le faire, et j'ai appris à faire ça avec Renaud Social Bar, quand on arrive à trouver toujours le côté un peu décalé de la chose et qu'on prend du plaisir, et ben, il n'y a plus à se forcer pour faire passer du plaisir aux gens qu'on reçoit, puisqu'en fait, on n'y pense même plus. D'ailleurs, tu nous racontais que tu avais monté une école de la convivialité. Ouais. C'était un mot qui parlait beaucoup pour toi quand on a parlé d'hospitalité avant cette émission. Tu peux nous raconter un peu c'est quoi l'école de la convivialité et en quoi la convivialité a un lien fort avec l'hospitalité? Ouais, en fait, quand je faisais de la validation des acquis de l'expérience... Merci de préciser. Un jour, j'ai rencontré Renaud. J'ai rencontré Renaud par l'intermédiaire du MOVE, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui s'appelle le MIF maintenant, le Mouvement Impact France. Et en discutant un soir, Renaud me disait « Mais je trouve que les gens ont complètement désappris à se parler. » Les gens, et notamment dans les bars, qui étaient des lieux de sociabilisation et qui ne le sont plus du tout. C'est devenu des endroits conceptuels où on va avec ses amis et on parle qu'à ses amis. D'ailleurs, on disait à l'époque qu'il y a deux types de gens conviviaux, ou on pourrait dire hospitaliers. C'est les gens extravertis et c'est les gens bourrés. Donc les gens extravertis, il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est un peu envahissant. Et les gens bourrés, on sait ce que c'est que de se faire cracher derrière l'oreille à quelqu'un dont on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc en fait, on s'est dit comment on fait pour que ça redevienne quelque chose de naturel chez tout le monde. Et le pari de Renaud, c'est de dire que les gens ont envie en fait. Les gens ont envie, mais notre société a créé des petits blocages qui fait qu'on se méfie aujourd'hui. Vous pensez à des gens qui vous abordent dans la rue pour demander leur chemin ou quelque chose. Et même chez nous, chez vous, je me demande si c'est pas la méfiance qui vient en premier avant même l'accueil,
tellement cette société a créé un truc comme ça. Et donc, on a démarré avec Renaud en disant, et ça s'est appelé des activateurs de convivialité, en disant, le pari c'est que les gens ont envie, et donc si on leur donne l'occasion, ils vont se détendre. Renaud, il dit, la convivialité c'est un muscle, donc si tu le travailles pas, il s'atrophie, si tu le travailles, il se renforce. Et puis, à un moment donné, il est fort et il devient naturel. Donc c'est comme ça que c'est né au Social Bar. Puis ça a été fait de beaucoup d'expérimentation. Et puis des gens qui venaient dans le bar commençaient à nous dire, effectivement, on passe un vrai moment de rencontre des autres qu'on n'aurait jamais été amené à rencontrer si on ne nous avait pas donné cette occasion-là. Ce qui nous a amené à réfléchir sur le lien entre la convivialité, qu'on considérait un peu comme une incitation, un nudge en anglais, des mécanismes incitatifs, mais du coup, un moment éphémère, et la création de ce muscle qu'on a plutôt qualifié de lien social plus durable derrière. C'est-à-dire, si je t'accueille avec un sourire et que je te fais passer un petit moment marrant avec François, dans quelle mesure tu vas repartir avec quelque chose que tu vas passer à la prochaine personne que tu vas croiser. Donc c'était ça qui nous intéressait. On est d'ailleurs devenu jeune entreprise innovante sur cette base-là. On a commencé à travailler avec des chercheurs pour comprendre tout ce qui se jouait à ce moment-là. Et donc je suis très long, mais j'en viens à l'école. Et à un moment donné, on s'est donc aperçu, et ça reviendra à ta question d'avant, c'est que en fait, ce qu'il y a derrière ce concept, cette convivialité, c'est prendre du plaisir à être avec soi, à être avec les autres. Et donc, du coup, tu n'es plus en train de dire comment j'améliore mon expérience client, tu es en train de dire comment moi je me sens bien à ma place et j'arrive à être décomplexé dans la manière de ce que je fais. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, c'est un super métier de réinsertion. On vient tous les deux de l'économie sociale, on s'est dit, mais quel meilleur moyen que de redonner confiance à quelqu'un qui s'est un peu perdu dans son parcours personnel et professionnel que par le lien et par le moment convivial. Et nous, nos méthodes au Social Bar, c'est des petits jeux. C'est-à-dire, quand on anime une gare, on se balade avec une enceinte, on fait faire des blind tests aux gens. Je veux dire, tout le monde dans l'absolu peut faire ça si on l'outille et si on lui dit qu'il peut y aller. Et donc, le premier point de l'école, ça a été celui-là. C'était de dire, tiens, viens reconstruire quelque chose par la vision conviviale, par l'accueil. Donc, tu peux aller dans un de nos bars, tu peux aller dans les événements qu'on anime, tu peux aller dans des lieux publics, et on va te donner méthode. Et puis après, un petit peu plus lent, on s'est aperçu que, et c'est le gros rôle de l'école aujourd'hui, on pouvait trouver dans tous les métiers, et plus particulièrement dans les métiers d'interface, donc qui nécessitent de l'hospitalité, l'angle convivial de le faire. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que par rapport à la discussion qu'on a pu avoir avec François, c'est qu'il nous expliquait que lui avait été formé au métier de l'hôtellerie et puis quand il s'est retrouvé en Irlande, il décrit l'Irlande comme étant l'école de l'hospitalité. Donc ma question, est-ce que c'est quelque chose qui peut être culturel, justement, la méfiance dont David parlait? Et toi, tu l'as vécu comment? Alors c'est vrai que les pubs irlandais sont des lieux de convivialité. On me demande souvent si l'Irlande me manque. Ça fait 10 ans que je suis rentré. Dans un certain sens, oui, mais c'est peut-être l'ambiance du pub irlandais qui me manque le plus. Pourquoi ? Justement pour cette convivialité, cet accueil, cette ouverture. Dans un pub irlandais, on va retrouver aussi bien monsieur que madame, des petits jeunes de 18 ans, où à une époque, les enfants sont aussi acceptés au pub, de toute façon, jusqu'à une certaine heure. Mais toutes les personnes du village. Pub, en fait, c'est public house. Mm-hmm. Ah, c'est l'origine du nom. C'est l'origine du nom. Donc, tout le monde est bienvenu dans un pub. Le dernier petit village où j'ai habité, qui avait 7000 habitants, avait quand même 7 pubs. D'accord. Et j'étais en Irlande dernièrement, et c'est vrai qu'il y a ce côté social où déjà tu ne te sens pas étranger. Mmh. Même si tu l'es, tu ne te sens pas étranger. Il y a cette notion d'accueil. Et puis il y a aussi cette connexion avec la culture locale, qui est très forte à travers la musique, etc. Et c'est vrai que par rapport au café français, des fois, on ne se sent pas forcément en sécurité si on est une femme à une certaine heure de la journée. Alors que là, on peut venir à n'importe quel moment. Donc ça revient un peu à ce que disait David, c'est qu'il y a cette notion de convivialité qui est dominante plutôt qu'autre chose. Et c'est intéressant ce que tu dis, que le pub, c'est public space. Et tu disais d'ailleurs que tu avais travaillé dans des hôtels 4-5 étoiles et que tu retrouvais quand même, malgré le côté 4-5 étoiles, dans certains 4-5 étoiles irlandais, tu retrouvais quand même cette notion de convivialité. Et je crois que tu avais une expression pour parler
je me souviens plus comment on disait, l'Irish... L'Irish crack. Voilà, exactement. Alors c'est quoi? Ah, la drogue. Irish crack. Alors pour les Américains, oui, quand ils entendent ce terme-là en premier, c'est de la drogue. Pas du tout. En fait, le terme est même quasiment intraduisible. C'est le fun, c'est la légèreté de la vie. En fait, c'est pas grave. Et puis on va boire un coup, et puis ça ira mieux. Alors, ça peut mal finir. Ça peut mal finir, attention. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as parlé de ta Bible, qui était Reinventing Organization, de Frédéric Laloux, et donc ça touche à un point qui est la gouvernance. Et donc, j'aimerais justement que tu nous en parles de cette gouvernance, parce que le plaisir, etc., la convivialité, c'est sympa, mais il y a besoin quand même de poser un cadre pour que chacun puisse s'y retrouver et comprendre jusqu'où ils peuvent aller, ce qui peut être fait, et ce qui ne peut pas être fait, et de quelle manière. Oui, absolument. Pour vivre ensemble et pour être ensemble, il y a besoin d'un cadre, il y a besoin de règles. Ça s'appelle la vie civile quand on est en société, ça s'appelle une organisation quand on est un hôtel. Reinventing Organization, ça a été une claque il y a 2-3 ans. Ça fait parmi les bouquins qui te mettent une grosse gifle et qui déconstruisent tes évidences une par une et qui te font revisiter ton expérience et toutes tes potentielles erreurs et idées reçues. Ça s'appelle les organisations collaboratives. C'est comment on met de l'intelligence collective, et ça part d'un principe assez simple, c'est que les organisations qui sont les plus répandues, qui sont les organisations pyramidales, sont défectueuses. D'ailleurs, l'étude Gallup dont tu parlais tout à l'heure montre qu'il y a 6% de personnes engagées dans les organisations aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, tu nous avais dit qu'il y a des personnes engagées actives, il y a des personnes engagées passifs, et puis il y a des personnes désengagées. Comment ça marche? Alors, tu as les engagés qui, donc, eux, sont actifs. Tu as les désengagés qui sont plutôt neutres. Et puis, tu as les désengagés actifs. Désengagé neutre, c'est quelqu'un qui va respecter le travail qu'il a à faire et partir, mais tu vas le voir partir à 17h59 et 59 secondes. Le désengagé actif, c'est quelqu'un qui va être critique vis-à-vis de l'organisation et la déconstruire au quotidien. Je crois que les chiffres, c'est 6% d'engagés, 69% de désengagés et 25% de désengagés actifs en France. Et donc, effectivement, l'idée de mettre de l'intelligence collective, c'est partir du principe que le chef, par définition, ne peut pas avoir toujours raison. Et donc, si on concentre les pouvoirs dans une hiérarchie, par définition, on se trompe, d'une part, dans au moins certains cas, et on déresponsabilise, puisqu'on n'engage que la responsabilité du chef qui va être dans une approche oui ou non, j'en prends la responsabilité. De l'autre côté de ça, tu vas avoir les organisations très plates, un homme, une voix, que ces mécanismes d'intelligence collaborative réfutent un peu aussi, parce que la démocratie, si ça marchait, on le saurait. No comment. Non, mais tu as toujours 49% qui votent contre ce qui était contre ce qui a été décidé. Donc ça a été décidé, mais ça crée une suite. Et puis avant de voter, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a un immobilisme. Donc en fait, voilà, les organisations collaboratives essayent de se mettre un peu au milieu de ça. Et c'est de dire comment on peut avoir le meilleur consensus et comment on peut dire que chaque personne qui se trouve face à une décision est en mesure de la prendre, dès lors qu'on lui fixe un cadre et qu'on applique tous ce même cadre méthodologique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la convivialité, l'hospitalité, on aurait l'impression que ça se tient qu'avec un client et un hôtelier, par exemple. Mais là, en fait, en faisant ça, c'est un peu de l'hospitalité vis-à-vis des employés que vous avez, d'assurer un cadre, d'assurer ses valeurs. Ça permet aussi aux employés d'être dans une ambiance plus sereine, on va dire, plus cadrée. Oui, c'est même le cadre divin, ça. C'est-à-dire que dans une organisation comme ça, tu as des valeurs et une raison d'être, qui sont le cadre de collaboration. Et il est totalement interdit d'en sortir. C'est-à-dire que la hiérarchie n'est pas inexistante, mais la hiérarchie ne prend pas de décision. En revanche, la hiérarchie garantit que le cadre de valeurs s'applique et potentiellement demande aux personnes qui en sortent soit d'y re-rentrer, soit de quitter l'organisation pour ne pas la déstabiliser. Et effectivement, ça consiste, on peut parler d'hospitalité, puisque ça consiste à des valeurs extrêmement simples, de respect des autres, de bienveillance, etc., ce qui n'est pas très compliqué. Donc on peut imaginer quand quelqu'un sort de ce cadre-là, on a envie de lui dire que c'est pas le bon endroit.
François, tu nous as dit une phrase qui m'a interpellé. Avant d'accepter l'autre, on doit l'accueillir. Est-ce que tu peux développer ça? L'accueillir, c'est lié à un terme, le terme d'altérité. L'altérité, c'est quoi? Kesako, ouais. Kesako, c'est déjà un principe de la médiation professionnelle. L'altérité, c'est justement accueillir l'autre avec toutes ses différences. Et lui amener de la reconnaissance, en fait, sur ses différences, mais aussi sur ses légitimités. On est 8 milliards et des poussières sur Terre, je crois. On est tous différents. Et on est tous légitimes dans le fait qu'on est tous ignorants. Tout au long de notre vie, on ne sait pas tout. On va apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Enfin, je l'espère. Des fois, c'est que tous les 2 jours. On peut tous être maladroits. Ça nous est tous arrivé, un jour ou l'autre, de dire ou de faire quelque chose, et puis avec un peu de recul, aïe, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire, ou ça a peut-être été interprété d'une façon, c'était pas comme ça que je voulais que ça soit perçu. Et puis on est tous bien intentionnés vis-à-vis de nous-mêmes en premier. On cherche un certain équilibre et une certaine harmonie, en fait. Et puis on a la fameuse satisfaction des besoins aussi. Donc déjà, on part de ce constat. Et donc, l'altérité, il y a une expression qui existe, c'est « ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes même pas qu'on te fasse ». Pas mal, t'as réussi à la dire du premier coup. Eh ouais, c'est pas de l'altérité. Ah bon, c'est quoi? Ça serait un peu plus de l'adversité, parce qu'en fait, quand on dit ça, on se concentre plus sur nous-mêmes que sur l'autre. La même phrase dans l'altérité, ça pourrait être « fais à l'autre ce qu'il a envie qu'on lui fasse ». Ou ne fait pas à l'autre ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Alors, moi, j'ai une question. Tu gères beaucoup de cas de médiation. Donc, quel est le climat social des entreprises aujourd'hui et quelles sont les problématiques les principales qui ressortent le plus souvent, justement, qui sont source de conflits? Alors, il y a un peu une recrudescence, on va dire, pendant la période Covid. On va dire que ça a continué par la suite. C'est souvent des cas qui sont liés à un manque de communication et justement d'accueil de l'autre. Peut-être une peur de l'autre aussi. T'en parlais, David, de méfiance. On est devenu méfiant de l'autre. On n'ose peut-être pas dire ou faire des choses aussi de peur d'être jugé ou que l'autre interprète. Donc en entreprise, alors moi j'interviens surtout en entreprise, soit entre salariés supérieurs hiérarchiques, soit entre dirigeants, ça arrive aussi, ou bien entre dirigeants de 2 entreprises différentes. Et c'est le conflit en fait. Alors, j'entends souvent ouais mais les relations, qu'est-ce que c'est compliqué. En fait. Je vais peut-être vous choquer, mais les relations, c'est simple. Et le conflit, c'est simple aussi. Déjà, c'est un projet relationnel. On rentre en conflit, on y rentre parce qu'on est dans l'adversité, et puis il y a toujours les mêmes invariants, en fait. Peu importe que je rencontre des personnes en entreprise ou au sein d'une même famille, ou entre voisins, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est le prêt d'intention négatif. On va prêter à l'autre des intentions. Malheureusement, personne n'est Mesmer. Bonjour Mesmer. Si tu nous regardes. Si tu nous regardes. Comme dirait l'autre. On va aussi faire de l'interprétation. Alors dans l'interprétation, on peut y mettre plein de choses. Le jugement en fait partie. Et puis on va se sentir contraint également par les actions, les dires de l'autre. Donc on va faire quelque chose qui ne nous ressemble pas, mais on est obligé de le faire. Et donc là, ça y est, si on a ces trois choses rassemblées, c'est le cocktail de choc, on est officiellement en conflit. Alors comment on essaye de pouvoir éviter ou minimiser ce genre de conflit? Parce que comme tu l'as dit, on est quand même tous des êtres humains avec des émotions différentes, etc., des parcours de vie différents, des cultures. Donc comment justement on peut minimiser? Est-ce que le cadre que propose David est cohérent et fait sens? Est-ce qu'on doit se diriger par là ou
Quelles sont les améliorations qu'on peut faire au sein de l'entreprise? Alors, il y a besoin d'un cadre. Il y a besoin d'un cadre, il y a besoin de valeurs, il y a besoin de partager ce cadre et ces valeurs. Est-ce que dans les entreprises françaises, aujourd'hui, quand on recrute de nouvelles personnes, on leur partage automatiquement le cadre et les valeurs de l'entreprise? Pas forcément. Donc, peut-être que, allez, je postule pour un nouveau boulot, je vais rencontrer le ou la DRH, peut-être mon ou ma chef de service, et puis c'est tout. Ah bah c'est bon, voilà le salaire, merci beaucoup. Ouais. C'est parti lundi. Ouais. Voilà. Et si on rencontrait ses collaborateurs? C'est la notion d'onboarding et c'est la notion de recrutement. D'ailleurs, sur la notion de recrutement, chez Montrieux, vous avez une technique un peu particulière. Vous avez un questionnaire. Tu peux nous raconter un peu comment est construit ce questionnaire, pourquoi vous l'avez fait comme ça, et aussi après nous dire pourquoi sur l'onboarding, tu nous disais que tu n'étais pas forcément, vous n'étiez pas au top, et du coup tu avais le recul nécessaire sur ce côté un peu d'intégration des employés, et nous dire aussi pourquoi du coup, qu'est-ce que tu penses où il y a une faille en fait, où vous pouvez vous améliorer chez Montrieux là-dessus, enfin chez Montrieux, à Montrieux. Ouais, en fait, le questionnaire, c'est un outil comme un autre. Il se construit au fur et à mesure. Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure et ce que vient de dire François, c'est que quand tu entres dans un endroit où il y a un cadre et des valeurs, si tu ne les comprends pas et si tu n'y adhères pas, par définition, tu risques de ne pas bien te sentir dans l'endroit et tu risques de ne pas être bien accueilli non plus. Et donc, c'est pas un jugement sur de dire que telle valeur est mieux que l'autre, mais chaque organisation va avoir sa propre manière de fonctionner et on peut dire que pour certains, ça colle et d'autres, ça colle pas. Donc, le recrutement dans une organisation comme ça doit être un temps long où tout est dit pour s'assurer au maximum que chaque partie a compris, et notamment celle qui arrive, les règles qui se jouent. Et je crois qu'on fait très peu ça en recrutement, finalement. D'abord, on a longtemps basé le recrutement sur les compétences techniques, Ouais. qui ne disent absolument rien des valeurs comportementales, etc. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais des organisations comme ça là, sont des organisations apprenantes et qui partent du principe qu'on va... Une de nos valeurs, par exemple, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être un peu bisounours de dire ça, mais on peut dire que quand on arrive à bien travailler ensemble, on peut tout apprendre à faire dès lors qu'on a du temps, en fait, et qu'on a de l'envie. Donc, mais par contre, si t'as pas l'harmonie comportementale, tu peux rien faire, en fait. En réalité, tu peux rien faire. D'ailleurs, on a fait une journée scientifique il y a une semaine avec l'INRAE qui nous accompagne, donc, et il y avait des mécanismes de comment un système se déstabilise. Et donc, on mettait des critères et on s'est aperçu que dans tous les scénarios, si l'harmonie humaine et l'épanouissement humain n'étaient pas là, il n'y a rien qui tenait. Donc en fait, ça doit être le Graal, ça. Et donc le questionnaire sert à aller tout simplement au fond des choses, sans se leurrer, quoi. Sans se leurrer. Et c'est difficile quand tu ne te connais pas et quand tu viens taper à la porte d'une organisation d'aller dans le fond des choses, parce que les gens n'ont pas l'habitude de se livrer. Et nous, on considère que c'est le minimum à faire, parce que d'ailleurs, on dit ça sert à rien de toute façon qu'on n'aille pas au bout, parce que si jamais on se trompe maintenant, dans une semaine, on va se parler, on va se dire en fait, ça marche pas, faut que tu repartes. C'est bon pour personne. Donc, et du coup, de manière très pragmatique, très concrète, comment ça s'applique ce questionnaire? Comment vous le faites? Enfin, la personne arrive, vous l'envoyez. Quelles questions il y a dedans? La manière dont ça... D'abord, on voit la personne une fois, simplement dans une prise de contact un petit peu plus classique, où on parle du projet, de ce pourquoi elle a envie de nous rejoindre, etc. Ensuite, il y a effectivement un moment qui est dédié à ce questionnaire dans un second temps. Et c'est quelque chose où on agrège des questions au fur et à mesure. Tu vas y avoir des questions du type est-ce que tu penses que la vie est complexe? Est-ce que tu penses qu'il faut la simplifier? Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Je ne sais plus, je les ai plus toutes en tête, mais ça permet... je me souviens d'une sur la police qui était... Ouais, que penses-tu? On peut demander ce que tu penses de l'autorité. Et la police est une figure d'autorité, donc demander ce que quelqu'un pense de la police. L'idée n'est pas de juger si on en pense du mal ou du bien, l'idée est de juger de savoir si quelqu'un est capable de voir plusieurs facettes d'un problème. Parce que si tu ne vois pas plusieurs facettes d'un problème, tu parlais d'altérité, c'est aussi, je pense qu'il y a un peu de notion d'empathie derrière, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a une autre manière, voire même plusieurs autres manières de voir que celle qui est la nôtre. Et donc, si tu es très manichéen dans l'approche d'un problème, c'est compliqué de collaborer. Donc voilà, c'est des questions qui permettent d'aller chercher ces trucs-là et qui sont un point de départ à une discussion, en fait.
Et il se fait à l'oral, il se fait à l'écrit. Complètement à l'oral. Ouais. Complètement à l'oral. Ouais, c'est un échange. Ouais, c'est un Et échange. vous prévenez dès le départ que il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ouais, le premier rendez-vous, on dit maintenant, tu vas aller faire le questionnaire. Si tu as toujours envie de machin, on te prévient, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, nous, on respecte complètement que quelqu'un trouve ça bizarre. Et c'est peut-être cette personne qui va se dire, écoutez, les gars, vous êtes trop bizarres, moi, je vais aller taper à la porte de quelqu'un d'autre. Ce qu'on veut pas, c'est que quelqu'un tape à notre porte, entre chez nous, et viennent pour ne pas en respecter les règles. C'est comme quand tu es chez toi et tu dis chez moi, j'aime bien qu'on retire les chaussures, et que tu as quelqu'un qui arrive avec ses chaussures pleines de boue et qui dit non, moi je retire pas mes chaussures. T'as un truc qui se passe. Donc en fait, il faut respecter le fait qu'on vive ensemble. C'est intéressant. Est-ce que le jugement, alors, François, est quelque chose qui revient justement très fréquemment dans les entreprises? Le jugement, j'ai envie de dire, on est un peu né avec. Il y a du jugement positif, et quand on est dans une bonne relation avec quelqu'un d'autre, le jugement, il passe comme une lettre à la poste. Le jugement négatif, c'est plus compliqué. Mais comment se sortir du jugement, alors? Comment se sortir du jugement? En ramenant de la factualité. C'est-à-dire? Je vais vous donner un exemple. J'étais en médiation. Tu as de la boue sur tes chaussures et tu es chez moi. C'est factuel, c'est précis. Voilà. T'aimes pas mes chaussures? On en vient là à la propreté et à la saleté, peut-être. Et c'est un sujet que j'ai déjà entendu dans des hôtels, où on va recruter une femme de chambre, et puis vous avez 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour faire la chambre en départ, en recouche, etc. Puis le propriétaire ou la gouvernante va arriver dans la chambre, non mais c'est pas propre. C'est quoi propre? Et c'est quoi sale? On a tous une notion différente de ce qui est propre et de ce qui est sale. T'as des enfants, François? Oui. Ils sont propres, j'espère. Pardon? Ils sont propres, j'espère. Pour eux, Oui, c'est ça, pour eux, ils sont propres. Tu leur demandes C'est un peut-être peu de le problème. ranger leur chambre. Est-ce qu'ils la rangent Comme tu voudrais. comme tu voudrais? Pas du tout. Voilà. Et peut-être pour eux, en fait, c'est rangé. D'ailleurs, le plus jeune me l'a expliqué. Il m'a dit, écoute, on n'a pas les mêmes standards, on n'a pas les mêmes critères. Pour toi, c'est peut-être dégueulasse, mais pour moi, c'est propre. Et donc, mes critères sont plus importants que les tiens. 15 ans. Peut-être tu peux appeler un médiateur. Donc, faut revenir à de la factualité. Voilà, moi, pour que cette chambre d'hôtel soit propre, je veux que le balai ou l'aspirateur soit passé partout. La factualité est des référentiels communs co-construits. Exactement. C'est quoi une chambre propre pour nous? Exactement. Donc, c'est de l'entente. On s'entend qu'une chambre propre, c'est ça. Une recouche, c'est ça. Un départ, c'est ça. Voilà. Donc, de ramener de la factualité. Tout fait a des conséquences. Donc, mais une conséquence, en fait, c'est un fait qui en découle d'un autre. Donc là aussi, c'est quelque chose de mesurable, de vérifiable. On s'est mis d'accord sur des standards on va parler de qualité. Et puis, ça dégage aussi des ressentis. Donc, de pouvoir parler de ces ressentis, longtemps on a entendu dire dans les organisations que les émotions n'avaient rien à faire dans le milieu du travail. Et pourtant, les émotions, on en a tous. On ne les contrôle pas forcément. Et puis, il y a une différence aussi entre émotion et ressenti. Mais de pouvoir dire à l'autre, je ne me sens pas épaulé, par exemple, c'est important. Ou je suis ravi du travail que tu viens de faire, c'est important aussi. Alors justement, ça rentre un peu dans la question de management, et tu vas nous partager l'histoire que tu nous avais dit. Justement, tu as lu une étude dans le monde de l'hôtellerie où il y avait un jeune homme qui avait été interviewé et qui travaillait dans 2 hôtels et qui avait justement 2 expériences complètement différentes. Et il y a un lien très fort avec ce qu'on parle, le sujet d'aujourd'hui, qui est l'hospitalité et l'accueil. Tu peux nous partager ça? Oui, bien sûr. C'était un petit article de, je vais le dire en anglais, Simon Sinek. Oui, le fameux Why. Le fameux cercle d'or, qui racontait une expérience qu'il a eue dans un hôtel, je peux le nommer, Four Seasons. Mm-hmm. Et donc, dans le lobby de l'hôtel, il y a un barista avec sa petite carriole typique italienne, où il fait des cafés pour les clients. Et puis le gars est vachement enjoué, vachement heureux, quoi. Puis Simon le regarde pendant un petit moment, et puis il décide de l'approcher. Il dit, mais vous êtes toujours comme ça?
Alors, le gars, il dit, bah, quand je suis ici, oui. Ah bon? Bah ouais, mais peut-être vous pouvez me dire pourquoi? Bah ouais, en fait, quand je commence mon travail, que ça soit mon superviseur, mon manager, ou aussi les autres managers de l'hôtel, peu importe que ça soit leur département ou pas, me demandent si je vais bien. Déjà, ça fait plaisir. Puis me demandent s'ils peuvent faire quelque chose pour que ma journée se passe au mieux. Donc je me sens reconnu, je me sens épaulé. Et donc, bah ouais, je suis content de vendre des cafés dans le lobby. Mais par contre, je vais vous dire, je travaille dans un autre hôtel aussi. Et c'est pas du tout la même chose. Quand j'y vais là-bas, déjà, mon manager regarde ma tenue et puis souvent me fait des reproches. Puis je commence à faire mon boulot. Les autres managers, superviseurs, chefs de service passent à côté de moi. De toute façon, je ne dépends pas d'eux. Donc la relation, elle est inexistante. Puis mon manager, de toute façon, vient me demander combien j'ai vendu de cocktails, de bières, de café. Mais ne me demande jamais de quoi j'ai besoin. Mais ça fait écho à une expression que David a utilisée ce matin sur France Inter. Je venais le redire. Si vous n'avez pas écouté son interview chez Carnet de campagne, c'est un petit peu de pub, toujours sympa. Merci. Tu parlais de réparer le travail. Ouais. Est-ce que tu peux, ça fait écho un peu à cette histoire, est-ce que tu peux détailler un peu cette expression et ce que tu entendais par là? Ouais. Bon, on entend tous parler de la crise de sens actuellement, hein, des étudiants qui veulent plus aller bosser dans des grands groupes qui sont censés être vus pour ne pas prendre soin de la planète. Moi, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur de l'économie sociale parce qu'il y a une quinzaine d'années, on était vraiment dans la catégorie bisounours utopiste. Et maintenant, on commence un peu à devenir à la mode. Les gens ont plutôt envie de venir bosser chez nous que voilà, c'est le. Et donc, je crois que entre les deux, il y a eu cette crise de sens, il y a eu un rapport au travail qui s'est un petit peu brisé. Je pense qu'après, il y a eu le Covid qui est venu mettre un petit coup de booster là-dessus, mais que c'était déjà là. Et qu'effectivement, il y a une relation qui n'est pas claire entre les employeurs et les employés, la manière dont ça se passe au quotidien, l'altérité justement dont tu parles, qui est essentielle. Et cette expression, elle a commencé chez nous par la cuisine avec Jacques, qui est arrivé chez nous en tant que cuisinier l'année dernière et qui est maintenant un des deux coordinateurs du projet et qui disait, moi je suis cuistot, je peux trouver un job où je veux parce que plus personne ne veut bosser dans les cuisines, mais moi je veux venir bosser chez vous parce que vous mettez de l'intelligence collective et je pense qu'il y a besoin de réparer la cuisine, qui est un lieu très militaire. Et il raconte ce truc très marrant et il dit que dans sa dernière expérience dans la cuisine, la personne chez qui il bossait avait eu un article, commençait à être un peu en vogue, et il disait, elle fixait une règle dans sa cuisine, il fallait courir. Mais même si tu faisais 2 mètres, il fallait courir. Et si tu courais pas, tu te faisais tuer, tu vois. Et il est arrivé, il raconte ça avec un petit sourire un peu marrant, mais il l'a vécu, quoi. Et l'idée, on a atteint un point d'absurdité absolue, de règles totalement inaudibles, quoi. Et donc, réparer le travail, c'est un peu ça, c'est remettre du sens, mais du bon sens dans simplement qu'on fait. On est là pour faire un truc ensemble, par choix. On est là par choix. On n'est pas là par obligation. C'est se rappeler que le travail, c'est aussi naturel que de se reposer, de faire des loisirs. Ça doit pouvoir être un plaisir dans la manière de l'exercer, si tant est qu'on a des relations humaines de qualité, etc. Et c'est pour ça que dans ces organisations, le droit divin, c'est le respect des autres et des valeurs. Parce que c'est ce qui crée la base sine qua non pour que tu puisses être dans une démarche de réparation. C'est ça, réparer le travail, finalement. C'est se rappeler que c'est avant tout des relations humaines, quoi. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les salariés, les équipes, etc., ils s'épanouissent. Ils deviennent force de proposition aussi et d'amélioration. Et donc, ça a un impact direct sur l'entreprise. Et ce qui est marrant, Thomas, tu sais, c'est que j'ai vu les deux en action. C'est-à-dire que j'étais à Montrieux. J'arrive à Montrieux, je vois David qui est en train de parler business avec ses équipes, une guitare à la main. Okay. Et puis j'ai vu François avec l'ensemble de ses adhérents l'année dernière en Alsace, où justement il avait ce rôle de médiateur, de facilitateur et d'animateur d'un collectif, et sans avoir lui à en mettre en avant ses émotions, etc. Et s'assurer que tout le monde vraiment rassemblait autour des mêmes valeurs. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites. C'est pas facile, hein. Non. Une fois que tu l'as déclaré, c'est pas facile parce que
c'est une alchimie qui se déséquilibre très très rapidement. Bah, tu sais, c'est un peu comme des équipes de football. Ouais, exactement. La foot à la grâce, et puis la grâce, elle peut partir du jour au lendemain sans que tu comprennes exactement pourquoi, pour une petite phrase, pour un petit truc, pour un petit non-dit. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est le droit divin, le respect de ce truc-là, parce que c'est quelqu'un qui doit être vigilant de ça. Et d'ailleurs, par rapport aux non-dits et par rapport aux émotions, c'est important de pouvoir les poser. François rigole à chaque fois que des fois j'anime des ateliers et je demande la météo intérieure des gens. Et on a tendance à penser que les gens au travail sont des personnes différentes que dans leur quotidien. Mais on ne se coupe pas en deux. Je veux dire, la personne qui arrive au travail vient avec un potentiel émotionnel, un capital émotionnel qui vient de vivre à la maison. On ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé, etc. Et on s'attend qu'une fois que la personne est là, tout va bien. Plus ou moins, c'est comme un clown. On dit toujours que le clown est l'artiste le plus triste. C'est-à-dire qu'une fois qu'il met le maquillage, il nous fait rire. Une fois qu'il enlève le maquillage, il redevient humain. Mais malheureusement, le salarié, la personne, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est comment intégrer ça justement, et je trouve que ce qui est marrant avec la météo intérieure, c'est justement ça permet à la personne de pouvoir poser sa part d'émotion à ce moment-là. Et donc nous, on gère les personnes différemment. C'est-à-dire qu'on prend en compte si quelqu'un vit quelque chose de dur dans sa vie privée, bien on va être plus tolérant sur certaines choses, on va même ça risque de développer de la solidarité. Donc c'est assez sympa, quoi. Et c'est l'entreprise qui doit jouer ce rôle. Dans vos deux témoignages, c'est un peu l'impression que ça donne. C'est l'entreprise qui doit mettre ce cadre pour accepter les émotions de tout le monde quand ils arrivent et accepter ce côté très humain. Et c'est ce que tu disais, c'est ce qui est très difficile, c'est de trouver cet équilibre, cette alchimie parfaite qui est en plus volatile, quoi, parce que ce facteur humain, il n'est pas facile à gérer et que du coup, il faut toujours trouver se remettre en question. J'ai l'impression qu'il y a une grosse remise en question dans ce que vous dites aussi constante, que finalement, c'est pas un cadre figé. C'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Et accepter les émotions, il faut faire attention, parce qu'accepter l'émotion, ça peut vite être traduit par je suis énervé, je vais gueuler sur tout le monde et vous avez qu'à accepter mes émotions. D'où la force du cadre. C'est chacun qui doit accepter que ses émotions peuvent déborder sur les autres, que celles des autres peuvent déborder sur moi et qu'on va les gérer ensemble. C'est très différent simplement que de laisser les émotions vivre sans s'en préoccuper. D'où la nécessité de ce fameux cadre qui soit posé. Ce fameux cadre, absolument. Qui va justement mettre les règles du jeu dans lesquelles chacun se reconnaît. C'est ça aussi qui est intéressant avec la notion de sens et la raison d'être d'une entreprise, c'est que justement c'est quelque chose qui est compris par tout le monde, où les gens ont peut-être des petites différences de valeurs ou quoi que ce soit, mais se reconnaissent collectivement dans cette raison d'être et dans ces valeurs et sont prêts à les accepter et à vivre avec et à les faire même vivre au quotidien à travers leurs activités professionnelles, leurs relations avec les clients, avec leurs partenaires, leurs collaborateurs, mais aussi avec les parties prenantes, etc. Et je trouve que c'est très important. Et malheureusement, la raison d'être n'est pas souvent utilisée à bon escient. C'est aussi un peu l'entente. Et tu parlais, David, de monde de bisounours. Des fois, les personnes ont l'impression que la médiation aussi, c'est le monde des bisounours. Pas du tout. On est des promoteurs de l'entente. On a tous entendu parler du dialogue social. Nous, on parle d'entente sociale. C'est de permettre aux personnes de s'entendre sur un projet. On se met d'accord sur les règles, sur les valeurs. S'il y a de nouvelles personnes, voilà les règles et les valeurs qu'on a mis en place. Vous les acceptez ou vous les acceptez pas. Peut-être que vous avez aussi des idées neuves qui peuvent être apportées. Sur ce sujet, pour rejoindre le questionnaire dont on parlait tout à l'heure, c'est une question qui me revient et un cas qui me revient qui me semble intéressant. On a une question sur comment t'amènes ta bonne humeur au groupe. Comment t'arrives à... Et je me souviens que dans un recrutement, quelqu'un m'a dit moi, s'il y a une bonne humeur, ça va. S'il y a de la bonne humeur, ça va. Je me suis dit, d'accord, mais donc ça veut dire que tu n'as pas conscience qu'en fait la bonne humeur c'est un morceau, on est chacun un morceau du puzzle et personne n'est là pour la garantir si ce n'est les éléments de ce puzzle. Et ça voilà, tu vois, c'est des manières de cheminer et je crois qu'on prend trop pour acquis qu'il y a une organisation qui est quelque chose qui est personnifié, qui va garantir qu'il y a une bonne ambiance par exemple. Ah non, en fait chacun des membres de l'organisation chaque jour, chaque minute peuvent être une pièce du fait que ça marche bien. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Hein. C'est pas du tout évident comme situation. Et qu'en tant qu'employé, on est partie prenante. On est le premier. Cette organisation. On est le premier. Ouais. Et si on s'en remet au chef ou à la notion abstraite d'autorité ou d'organisation, ça marche pas. Et la véritable richesse d'une entreprise, ce sont ses salariés. Absolument, c'est le tout. Je veux dire, on peut avoir le plus beau produit du monde.
Si les salariés se désengagent, eh bien à ce moment-là, le produit n'aura pas forcément le résultat escompté. Moi, il y a une question que je me pose là-dessus sur l'évolution du sens, la question que vous posez tout à l'heure, c'est que là, on n'est pas loin d'atteindre le plein emploi en France, mais pendant très longtemps, on a vécu le chômage de masse. Et le chômage de masse, je crois que ça a amené une crainte de se voir demander de partir d'une organisation, et donc une espèce de réflexe, c'est de dire, ah ben, je reste même si je suis pas heureux, parce que dehors, il n'y a rien pour moi, en fait. Et donc, en fait, ce truc-là, j'ai l'impression que ça nous a tous mis dans une posture que de dire, bah, finalement, je subis, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, quand je subis, bah, nécessairement, je suis pas heureux, je peux pas être dans amener ma part aux autres. Mais moi, je voudrais, pour ceux qui nous écoutent, dire aujourd'hui, arrêtez de subir, quoi. Choisissez une organisation dans laquelle, quand vous vous levez le matin, vous vous dites que vous allez vous régaler. Sinon, c'est pas la peine. Et je trouve que par contre, par rapport à la posture, aussi bien pour les salariés que pour les managers, que pour les dirigeants, il doit y avoir un changement de posture, et ça, c'est pas facile. Parce qu'on a été quand même pas mal formés, éduqués, formatés, etc. Et donc, de remettre l'humain, c'est pas évident. Ouais, bah, de toute façon, en tout cas, dans les organisations qui sont celles-ci, ça passe par un premier pas essentiel, c'est que les dirigeants lâchent prise. Et fassent eux-mêmes deux chemins. Un, décider d'arrêter de décider. Deux, accepter que eux-mêmes ont leur chemin à faire pour ne pas imposer leurs humeurs aux autres. Ce qui est très intriguant dans ce que vous avez dit, tous les deux, c'est à quel point pour laisser libre cours à l'imagination, à la créativité des équipes et des personnes, il est nécessaire d'avoir un cadre structuré, pas forcément contraint, mais en tout cas un cadre structuré et clair, et surtout partagé par tous. Et que ce n'est pas ce que les gens peuvent croire quand on parle d'entreprise libérée ou de sociocratie, etc. Ce n'est pas tout le monde fait ce qu'il veut et chacun fait comme il a envie. C'est au contraire plutôt très cadré, c'est juste que le cadre est respecté et partagé par tous. Et co-construit. Et co-construit. Alors, avec Thomas, on vous a préparé 2 questions. Et puis on a une petite surprise à la fin. Tu veux lire la première, Thomas? Ou je lis la première, tu lis la deuxième? Allez, vas-y. Allez. Alors, que pensez-vous, messieurs, face à la révolution de l'intelligence artificielle, la révolution énergétique et climatique, pensez-vous que l'hospitalité est une des solutions, une des clés ou un frein face à ces changements? François. Merci, David. Vous avez 1 minute. Vous avez 30 Les capsules. secondes. Allez. Ça s'appelle délégué. C'est le Ou de partage. l'hospitalité. C'est le partage. Ouais. Non, mais moi je veux bien. Moi, j'ai vécu dans des métiers où la question s'est posée, notamment le métier d'accompagnement à la validation des acquis d'expérience, qui est un métier où tu vas amener de la réflexivité à quelqu'un. Et donc, je me suis amusé sur des outils d'intelligence artificielle et aller poser les questions que je posais, et ça marche très bien. J'ai beaucoup travaillé à cette époque-là sur effectivement l'impact des nouvelles technologies sur l'évolution des métiers. Et en fait, je crois que ce qui ressort, c'est que justement, ça va nécessiter encore plus de qualité dans les relations humaines pour que ces outils puissent avoir un vrai effet, en fait. Alors, bon, c'est peut-être un peu vieux jeu de dire ça, on ne sait pas en fait ce qui va se passer, mais on le voit déjà. Il y a un exemple dans la grande distribution, vous savez que maintenant la ligne de caisse, elle est quasiment complètement transformée. Il n'y a plus ce moment qu'on passe avec le caissier ou la caissière, il y a des caisses carte bleue, et puis il y a le caddie sous le portique, quoi. Mais en fait, ça ne fait pas disparaître la relation humaine, au contraire. Ça transforme le métier, où il faut accompagner le client dans son parcours, dans le magasin, etc. Donc en fait, c'est juste qu'on est en train de déplacer le centre de gravité, où effectivement les opérations s'automatisent. Alors sur l'intelligence artificielle, on peut s'interroger sur jusqu'où ça peut aller, mais je pense qu'il y a besoin du cadre humain, et d'autant plus si on veut que ça reste un peu déontologique et pas se retrouver tous sur nos canapes avec des casques virtuels, quoi. Et toi, François, qu'est-ce que tu en penses? L'intelligence artificielle, ouais, c'est vrai que ça va faire disparaître certains métiers. Alors, est-ce que c'est bien ou mal? Je sais pas, mais en tout cas, je te rejoins, David, et je le vois, de toute façon, lors de mes interventions. Depuis plusieurs décennies, on nous sort plein de moyens de communiquer. On a des téléphones portables. Maintenant, c'est des smartphones. On a
WhatsApp, Messenger, etc., etc. On a des emails, on a des visios. Et pourtant, les gens ont de plus en plus de mal à communiquer. Et les gens souhaitent des vraies relations. Donc je pense qu'il y aura encore un grand travail à faire pour... on parle souvent d'humain au cœur des organisations. Faut humaniser aussi nos relations. C'est plus juste... Oui, je trouve que c'est assez sympa ce que tu dis. Je te dis, parce que remettre de l'humain au cœur de l'entreprise, je trouve que c'est devenu un peu valise. C'est-à-dire que c'est utilisé à toutes les sauces. Et j'aime bien l'aspect humaniser. Humaniser l'entreprise. Et je trouve que là, ça apporte beaucoup plus de profondeur. Peut-être même plus de sincérité dans l'engagement, dans la relation qu'on veut avoir avec nos salariés, etc. Et ce qui est intéressant par rapport au parcours de David, c'est justement, est-ce que ça peut aller plus loin, c'est-à-dire réfléchir l'économie solidaire et sociale? Est-ce que justement, ça ne serait pas une direction à se diriger pour sortir de ce système traditionnel qui est purement conduit par la rentabilité, entre guillemets, et justement de permettre à incarner ces valeurs humaines qui sont si importantes pour l'entreprise? La question, c'est, voilà, il y a pas mal de secteurs qui vivent des difficultés pour recruter en ce moment. Pour séduire même les nouvelles générations. Il y a plein de métiers, notamment BTP, etc., même le tourisme. Même les banques. Même les banques qui ont beaucoup de mal à recruter. Est-ce que la question, c'est est-ce que les entreprises ne devraient pas renouer avec les principes de base simples et pas si complexes de l'hospitalité, de l'accueil de l'autre, de se préoccuper de ça, pour donner envie aux jeunes de revenir bosser dans n'importe quel secteur? Est-ce que ce n'est pas une des clés pour que tous ces secteurs qui sont en difficulté arrivent à recruter de nouveau? Oui. Très bien, c'est Merci. Parfait. François? Non. Allez, on repart pour une heure. Oui. En 6 lettres. 6 lettres, peut-être... Ça, c'est la fin, ça craque. J'ai remarqué quelque chose il y a pas si longtemps, et je crois que j'en avais parlé déjà à François. Lorsqu'on recrute, une entreprise recrute, est-ce qu'elle recrute un poste ou une personne? Donc déjà, on revient dans mon histoire d'humaniser les relations. Oui, ce que disait aussi David tout à l'heure. Ouais. Dans l'hospitalité, c'est accueillir. Donc est-ce que l'entreprise est prête à accueillir des personnes et pas juste des postes? Donc oui, il y a besoin d'hospitalité. Bien, on leur pose la dernière question pour conclure. C'est parti. Ce moment très sympathique ensemble. Je laisse François vous poser cette question magique. Alors, vous êtes prêts? Simple. Vous avez le droit de réfléchir. Comment imaginez-vous l'entreprise de demain? Oui. Vous avez un petit temps de réflexion. Eh bien, moi en ce moment, je lis beaucoup des bouquins là-dessus. Comme l'entreprise du 21e siècle sera sociale ou ne sera pas. Politique. Alors ça, c'est un autre. Le premier est un peu plus récent. Politique, c'est de Pascal Desmurger qui vient d'être élu à la présidence du MIF. Et figurez-vous que je réalise en ce moment une série d'une 30aine d'interviews d'entrepreneurs sociaux pour répondre à cette question et pour comprendre ce qui les fait se lever le matin, et ce sera publié en fin d'année. Donc je ne peux pas répondre maintenant, mais très clairement l'entreprise de demain n'est certainement pas l'entreprise d'hier. Ça semble assez acquis maintenant. Mais toi, comment tu l'imagines? L'entreprise de demain? Ouais. Évidemment collaborative, parce que c'est ma nouvelle vie depuis quelques années et j'ai tout vécu comme système d'organisation, et il me semble que c'est vraiment celui-là dans lequel on a le plus de chances de réussir ensemble. Ça veut dire que dans ces organisations, la performance est une conséquence et pas un objectif. C'est Alexandre Gérard, qui est un grand monsieur de l'intelligence collaborative, qui dit ça, et je pense que c'est très très juste. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'ère où on cherche la performance et le moyen de l'atteindre, on est dans l'ère où on cherche à avancer ensemble, et la conséquence, c'est qu'on performe ensemble. Après, les moyens d'y arriver, il y en a plein. Je pense qu'on est au tout début de ce qu'on peut appeler le collaboratif. On est même dans la réintégration de la manière dont les démocraties fonctionnent. Donc, comment trouver le meilleur consensus commun dans un petit groupe, un groupe plus grand, à l'échelle d'un pays, je pense que c'est ça qui va nous préoccuper. Super, merci. Et toi, François, alors?
J'ai plus beaucoup de choses à dire en fait. Ben justement, plutôt, ouais, J'ai un synonyme ce regard d'intérieur. à l'entreprise collaborative. J'aime bien aussi le terme d'entreprise contributive, C'est-à-dire où chacun en fait contribue à la réussite d'un projet. On est tous à des positions différentes dans une entreprise. Est-ce que le chef d'entreprise est le dirigeant et il va diriger les autres dans un système pyramidal? Ou est-ce qu'en fait, le temps de quelques années ou quelques décennies, c'est peut-être juste un chef d'orchestre? Et peut-être je peux ajouter, parce que là on parle beaucoup de gouvernance, de système d'organisation, mais très clairement, il y a, au-delà des membres qui composent l'entreprise, il y a quel est l'impact de l'entreprise sur son environnement. Et maintenant, on mesure les 9 limites planétaires et on parle d'entreprises régénératives, c'est-à-dire celles qui ne sont plus que neutres, mais régénèrent, contribuent à la régénération de toutes les limites, que je crois qu'il y en a 7 qui sont dépassées sur 9, si je me souviens plus. Donc il est déjà trop tard, mais il faut y aller. Et qui s'inspire aussi des principes du vivant. Oui. Ce qui est très intéressant, justement, l'interdépendance, la dynamique, croissante. Mais il y a plein de bonnes choses là-dedans. La coopération, la singularité, la diversité. Et je pense qu'on a besoin vraiment de se recentrer là-dessus. C'est très sympa. Et toi, Thomas, tu l'imagines comment l'entreprise de demain ? Écoute, moi je rejoins beaucoup ce qui a été dit là. Je pense qu'on va dans cette direction. Donc je ne vais pas dire en moins bien ce qui a été dit en très bien. Voilà. Alors toi, Et toi, cher François, tiens, c'est moi, le malin. Voilà. Moi, je crois beaucoup en la coopération. J'ai eu la chance d'être dirigeant et d'être un dirigeant qui mettait en place ce qu'il avait appris par rapport à ses pairs et qui était une gouvernance plutôt pyramidale. Et je me suis rendu compte très rapidement que ça ne marchait pas. Et que je dis toujours que d'ailleurs, mes plus grandes réussites, c'est quand j'ai travaillé justement dans une gouvernance contributive, je dirais même, qu'une gouvernance pyramidale. Et que mes plus gros échecs, c'est quand j'ai été dans une gouvernance pyramidale. Donc j'ai pu vivre cette expérience, etc. Et aujourd'hui, je cherche à aller plus loin, même si je suis seul dans mon entreprise. Mais c'est pour ça que l'économie régénérative, j'ai étudié l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et là, je vais beaucoup plus loin où justement, j'essaye de comprendre ce que ça implique l'économie régénérative. Parce que on parle aussi, si on veut changer certaines choses, il y a une chose qui est essentielle à changer. C'est on peut s'inspirer du principe du vivant, mais si on garde le même modèle économique, ça va servir à rien. Donc c'est comment transformer ce modèle économique. Et justement, j'ai écouté dernièrement Alexandre Monin qui parlait justement que l'humain a besoin d'attachement. Et nous sommes attachés à ce système. C'est comment se détacher de ce système pour aller vers un autre système qui a plein de points d'interrogation. Et donc, c'est comment trouver le sens par rapport à ça. Et c'est un long chemin, c'est pas facile. Mais je pense que c'est aussi l'opportunité d'explorer, de découvrir, d'apprendre. Et ça peut être, tu parlais de plaisir tout à l'heure, je pense que ça peut être super sympa à partir et à explorer. On est peut-être les explorateurs d'un nouveau monde, mais pas celui qu'on pense. Voilà. Le futur est plein d'avenir. Exact. Wow. Et on va finir là-dessus, je pense. Hein. Je la dédie à mon cher associé Fabrice Pablac qui l'avait lui-même dit avant. Ouais. En tout cas, merci beaucoup François, merci beaucoup David, merci beaucoup Thomas. Mais merci à vous tous. Ouais, c'était sympa. Première séance. Ouais, c'était bien. C'est passé vite. Très vite. C'était très sérieux. Vraiment, je vous félicite tous les deux. Bon, Thomas. Pardon ? On a gagné quelque chose ? Oui, vous avez une bouteille d'eau. Thomas, moi, ça m'a gagné la valise RTL. Ouais. En tout cas, Thomas, plaisir. Hein, pour notre première, c'est pas mal. Hein, c'était super. Hein ? C'était top. Voilà. Pour la prochaine. Bon, la prochaine, ça sera sur la prospective. Exactement. Et là, ça va être encore un autre schéma. Un autre format qui va être passionnant, qui va nous amener encore vers d'autres horizons. Exactement. Donc, voilà. À bientôt. Salut. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir.